L'objectif du webinaire, c'est de vous apprendre, enfin, d'essayer de vous expliquer toutes ces questions par rapport à l'utilisation des données de santé, quelles sont les problématiques, comment on fait, comment je me protège, comment je protège les patients, comment je fais mes modèles prédictifs, mon machine learning, il y a toutes ces questions-là qui se posent. Donc, on va y répondre avec Dorothée, que je laisse se présenter à toutes et à tous. Donc, bonjour à tous, bonjour Raphaël. Je suis ravie d'être là aujourd'hui. Donc, moi, je travaille pour la société Brentel. Je suis directrice des affaires cliniques et réglementaires chez Brentel. Alors, Brentel, c'est une société qui est spécialiste du décryptage de la matière blanche cérébrale. On a pour vocation, en fait, d'améliorer la prise en charge des patients en neurologie. Alors, c'est une grande mission. On propose en particulier un dispositif médical qui est marqué CE sous le règlement et qui prend la forme d'une plateforme de biomarqueurs digitaux qui se positionne à différents moments de la prise en charge des patients en neurologie. Ça peut être un support au diagnostic, un support au suivi de l'évaluation des patients, ou un support dans le pronostic de l'évolution de ces patients. Alors, nos biomarqueurs sont basés sur des modèles. Ces modèles sont nourris par des données et qui proviennent de volontaires sains ou de patients, d'où le sujet aujourd'hui qui est traité grâce à ce webinaire, de discuter des enjeux des données que l'on utilise, comment les utiliser, comment être en conformité avec le règlement. Donc ça, c'est assez important. Comment en pratique ça se passe. Voilà. Merci beaucoup Dorothée. Effectivement, hein, comme vous l'avez compris, ce qui est, je pense, intéressant pour vous aujourd'hui, c'est que vous avez donc Dorothée qui est vraiment dans la même qui a les mêmes problématiques que vous au quotidien, donc qui les voit, qui les traite et qui a ce problème vraiment, enfin, ces sujets pratiques. Hein, donc vous avez vraiment quelqu'un qui est dans le cambouis à traiter de la donnée, et puis vous avez de l'autre côté moi, donc Raphaël, qui suis le cofondateur d'une société qui s'appelle DPO. Donc nous, on est délégué à la protection des données externalisée de tous nos clients, dont Brentel d'ailleurs. Moi, pour ma part, j'ai été avocat dans le domaine pendant à peu près 8 ans, dans le RGPD, jusqu'à ce que je cofonde donc DPO. Et aujourd'hui, vous avez donc l'avis d'une experte qui voit ça au quotidien et d'un expert qui voit plutôt le côté juridique, réglementaire, théorique. Donc, vous avez ces deux volets. Un petit dernier point pour vous expliquer, n'hésitez pas à poser des questions. Vous avez en bas à droite la possibilité de nous poser des questions. Nous, l'objectif, c'est, vous voyez, il n'y a pas de PowerPoint, ce genre de choses, parce que ce qui est intéressant, c'est plutôt que ça soit une discussion. Donc, avec Dorothée et moi, on va plutôt on a plein de sujets à traiter, hein, et vous allez voir, c'est très rapide. C'est quand même très court, finalement, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, nous, on va être en discussion. On va aussi répondre à vos questions. N'hésitez pas à poser les questions dans le chat ou dans l'onglet questions, et on y répondra au fur et à mesure, vraiment. L'objectif étant de pouvoir répondre à vos inquiétudes, vos questions, vos problématiques. Pour commencer à entrer dans le vif du sujet, Dorothée, ce que je vous propose, c'est de regarder un peu les résultats du sondage, des deux sondages qui sont assez amusants. Donc, première question, est-ce qu'on dit le ou la RGPD? Alors, écoutez, on est désolé pour tous ceux qui ont répondu le. Vous êtes tous tombés dans le piège, puisque c'est pas le RGPD, c'est la. Pardon, c'est pas. Non, mais oulala, n'importe quoi. Et là, justement, vous n'êtes pas tombé dans le piège, ce qui n'arrive pas, c'est pour ça que je me plainte. Non, non, c'est pas la RGPD, c'est le RGPD. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui se sont trompés. Effectivement, c'est le règlement européen pour la protection des données. Donc, c'est un règlement. Donc, c'est pas la RGPD. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, on aime bien lancer ce petit sujet. Ça permet de lancer les choses. Et après, on voit qu'il y a beaucoup de prestataires dans le domaine de la santé, d'établissements de santé, des personnes intéressées. Puis, un DPO, c'était moi. Pour le coup, j'ai répondu la bonne chose. Et j'ai vu juste qu'il y avait une petite question qui était... Ah bah, François a répondu, formidable pour les micros. Alors, pour bien commencer, ce qui est, je pense, important à Dorothée, c'est qu'on explique un petit peu les notions, les bases, parce que ça va être important pour comprendre la suite, et bien vous expliquer d'abord ce que c'est qu'une donnée, comment ça marche, etc. Donc, d'abord, effectivement, la première question qu'on se pose, Dorothée, en général, c'est d'abord, c'est quoi une donnée personnelle? Voilà, c'est quoi une donnée personnelle? Après, il y a la notion de données de santé aussi. Et donc, c'est vrai que de faire le distinguo dans ces notions est assez importante, je pense. Exactement. Et
concrètement, alors une donnée personnelle, pour faire les choses très rapides et synthétiques, c'est une donnée qui vous permet d'identifier directement ou indirectement une personne. Donc c'est très large. Voilà. Et donc finalement, par exemple, si je vous parle d'une plaque d'immatriculation, en fait, c'est évidemment une donnée personnelle, puisque le but, c'est de vous identifier si vous grillez un feu rouge. La carte vitale, c'est un numéro, c'est une suite de chiffres, mais qui permet de vous identifier. Donc c'est une donnée personnelle. Et après, effectivement, Dorothée, vous avez raison. Il y a la question de la donnée de santé, qui nous intéresse aujourd'hui. Et pareil, c'est très large. Parce qu'en fait, finalement, une donnée de santé, c'est dès qu'il y a un élément qui permet de connaître un micro-état physique sur la personne. Et c'est vrai que, par exemple, Dorothée, je ne sais pas si vous avez ces problématiques-là qui vous arrivent, est-ce que là, on est dans la donnée de santé ou pas? Nous, par Oui. exemple, on a des clients. Alors, par exemple, qu'est-ce que vous avez eu comme un aspect concret, comme vous vous êtes demandé, mais là, c'est quoi? Est-ce que ça, c'est une donnée de santé? Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est vrai qu'il y a des données de santé par nature, où c'est évident, le résultat médical qui sort d'un examen, une prise de sang, etc. Bon, on voit tout de suite ce que c'est une donnée de santé. Après, il y a des données de santé qui le deviennent par association entre elles. Donc, le poids et puis, par exemple, le nombre de pas va devenir une donnée de santé potentiellement, alors que indépendamment, c'est pas forcément, ça peut être, voilà, c'est une donnée. Et puis, après, il y a un autre type de données, c'est qu'il le devient de par le contexte. J'ai un exemple, alors je pense que ça doit être l'exemple de la CNIL, à vrai dire, hein, mais c'est le numéro de chambre d'hôpital. Un numéro de chambre dans l'absolu, bah, ce n'est pas une donnée de santé, sauf qu'à l'hôpital, ça le devient. C'est tout à fait juste. Et je crois que vous avez extrêmement bien résumé la situation. Donc, clairement, c'est dès lors que finalement, même indirectement, on peut connaître un état de santé. Et je crois que l'exemple de la chambre d'hôtel, pas du tout d'hôtel, d'hôpital est très parlant. C'est extrêmement juste. Mm. Euh, Pardon. et nous, on avait. Alors, c'était pas une donnée de santé pour vous montrer à quel point, apparemment, ça peut être touchy. J'ai l'exemple inverse d'un client qui, lui, par exemple, est on va dire, un réseau social dans lequel on peut intégrer des groupes. Et on peut intégrer un groupe, par exemple, un groupe de personnes de situation de handicap. Mm. Est-ce que c'est une donnée de santé? Pas forcément, parce que finalement, c'est pas parce que j'intègre ce groupe lié à un intérêt et à la situation de handicap que je le suis moi. Peut-être que c'est un proche, peut-être que c'est quelqu'un. En fait, pour le coup, il faut être quand même certain qu'il y a un lien réel avec la chambre d'hôpital. Pour le coup, oui, je suis patient, je suis dans une Mm. chambre d'hôpital, il n'y a pas de sujet. C'est bien cette personne-là qui est concernée. Si vous n'êtes même pas sûr, ça peut être un centre d'intérêt, ça peut être un proche, ça peut être. Voilà. Et donc là, est-ce qu'on est dans la santé? Non. Par contre, si demain vous êtes dans un on reprend plutôt une plateforme ou un service dans lequel on vous demande si vous êtes dans une situation de handicap, par exemple, là oui, bien sûr, on est dans les données de santé. Et puis il y a vraiment ces petites nuances aussi qui peuvent Oui. être difficiles à identifier par moi. Tout le RGPD, c'est vrai que le diable se cache dans les détails, quelque part, hein, les nuances sont très importantes pour prendre les bonnes Complètement. décisions. Mm. Et complètement, et en fait, vous arrivez justement à bien enchaîner sur la suite parce que c'est tout à fait parce qu'il y a besoin d'abord de bien savoir ce qu'on fait, enfin de bien savoir ce qu'on traite pour pouvoir ne pas se tromper après, parce que l'utilisation des données de santé, je pense que si vous êtes tous là, c'est parce que ça a des conséquences. Les données de santé, c'est pas une donnée comme les autres. Voilà. Il y a, dans le RGPD, vous avez différents types de données. On va dire qu'il y a les données standards. Voilà, données standards, en fait, tout le monde les comprend, le nom, prénom, l'adresse email et compagnie. Vous avez des données spécifiques. Alors, le terme n'existe pas dans le RGPD, mais en réalité, ça existe quand même vraiment. C'est plutôt de la jurisprudence, c'est-à-dire la carte vitale, les numéros de carte bancaire. En fait, ce ne sont pas des données sensibles, contrairement à ce qu'on peut penser, au sens du texte. Mm. Parce que pour que tout le monde comprenne bien, dans le texte, il n'y a que deux catégories de données. Les données normales, les données particulières. On n'appelle pas ça sensible d'ailleurs dans le texte, c'est des données particulières. Particulières, vous avez donc les données de santé, les données orientation religieuse, etc. Sachez que, et ça c'est beaucoup de gens qui ne le savent pas, que par exemple, carte vitale, c'est une donnée qui a une forme de sensibilité. Donc oui, il y a une sensibilité très forte, donc qui nécessite une protection, etc. Mais ce n'est pas une donnée particulière au sens du texte. D'accord? Donc sachez déjà qu'aussi, en fonction de la donnée qu'on va traiter, il y a quand même des particularités. Et cette particularité, quand on traite des données de santé, eh bien, c'est qu'on a des actions à faire en plus qu'il n'y a pas à faire pour les autres. Puisque le principe, c'est que vous avez par principe pas le droit de les traiter. Alors qu'une donnée normale, vous avez le droit de la traiter. Alors que la donnée particulière, vous n'avez pas le droit. Et c'est tout le problème, hein, Dorothée, du sujet. C'est Oui, après comment je fais. Comment je c'est fais. ça. Et puis c'est vrai que ça nous amène à la notion aussi un peu, alors je le dis
volontairement, hein, sachant que ce n'est pas tout à fait juste, mais de la propriété de la donnée, quelque part aussi. De la propriété de la donnée et des différents acteurs en lien avec l'utilisation de ces données. Alors, non, mais c'est très juste, et c'est un point qu'il faut absolument qu'on va traiter, hein, tout à fait. C'est parce que vous avez donc effectivement deux notions en réalité. C'est d'abord comment je peux acquérir la donnée, et après comment je peux la traiter, et qui va être le propriétaire des données que je vais traiter. Et donc, en fait, dans l'acquisition, tout le monde pense évidemment au consentement. Dans la santé, c'est beaucoup le consentement. Et notamment, bah, par exemple, quand on est un acteur, et c'est là que d'ailleurs, qu'il y a une petite subtilité encore, hein, Dorothée, par rapport à ça, hein, c'est quand on est un acteur comme Brentel, par exemple, il y a des situations dans lesquelles il y a besoin d'avoir un consentement, il y a des situations où il n'y a pas besoin, et ça, c'est compliqué. Et effectivement, la notion de propriété de la base va être liée aussi à ça. Donc il y a vraiment cette nuance pour que tout le monde comprenne bien. Donc si on parle par exemple de la propriété de la base, vous avez raison, on en avait parlé la dernière fois avec Dorothée, ce sujet-là. Bah, concrètement, Dorothée, vous me disiez, c'est pas impossible. Est-ce qu'il n'y a pas ce sujet de moi, je suis propriétaire de la base, d'une donnée, je peux être propriétaire d'une donnée? En fait, ouais, c'était la question de vraiment la propriété de la donnée en tant que telle, parce que chaque individu génère des données. Alors, on peut parler, génère des données de santé aussi, hein, enfin, il y a une génération de données de santé. Donc là, a priori, la donnée, c'est vrai que dans les textes, il semblerait qu'il n'y ait pas de, qu'on ne soit pas forcément propriétaire de cette donnée en tant que telle. En revanche, on doit être en maîtrise de cette donnée, de pouvoir, il y a un droit d'opposition, de rectification, de modification, enfin de tout ce que dit la CNIL, très bien. Et puis après, c'est vrai qu'on avait abordé le sujet de la base de données qui est constituée par un responsable de traitement. Et donc là, il y a quelque chose qui est reconnu par la loi concernant la propriété, du fait que la base de données appartient à celui qui l'a constituée. C'est exactement ça. Voilà. C'est exactement ça. Concrètement, vous avez deux thèmes dans les propriétés de la base de données. Vous avez effectivement le sujet RGPD. Et encore une fois, c'est comment je collecte l'info, et ça, on va en parler. Et après, maintenant que je l'ai faite, il y a la question de la propriété intellectuelle sur la base. Et en fait, ce qui se passe, c'est que oui, nous ne sommes pas tous propriétaires de nos données. Et ça, il faut qu'on en ait conscience. Mais en fait, j'ai envie de dire, d'un certain côté, encore heureux. Parce que ça voudrait dire, par exemple, que si on vous envoie un mail, vous devez avoir une cession de droit sur les noms prénoms. Ça n'a pas de sens. Tout le monde le comprend bien. Parce qu'avoir des droits de droits de propriété intellectuelle sur quelque chose veut dire que si je veux le céder, je dois céder ces droits si on veut l'utiliser. Donc, et sinon, c'est de la contrefaçon. J'imagine bien que ce serait impossible. Tout le monde le comprend bien. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas protégée, cette donnée. Et elle est protégée par le RGPD qui va encadrer l'utilisation de ces données. Et après, quand cette base est créée, là, vous devenez un producteur de base de données et vous êtes le propriétaire de cette base, enfin celui qui l'a produite. D'accord? Et c'est la base de données structurée qui est protégée. Okay? Mais pour qu'elle soit licite, on en arrive toujours au même point. Le RGPD, comment je l'ai constitué, comment j'acquis les données, comment je la traite. Et donc là, bah, typiquement, vous avez en gros, si on part du principe des bases, le RGPD, vous avez différents fondements. Vous avez les fondements, l'exécution du contrat, vous avez le consentement, vous avez l'intérêt légitime, etc. Il faut trouver toujours un fondement. Il faut un fondement pour pouvoir traiter une donnée. Et en fait, là, ça dépend aussi. C'est ce qu'on appelle la base légale, hein, c'est bien ça? La base légale. C'est la base légale. C'est la base légale. Et en fait, cette base légale, sans cette base légale, vous n'avez pas le droit de traiter la donnée. Et ça change si vous êtes un sous-traitant et si vous n'êtes pas un sous-traitant, par exemple. Je prends comme exemple, je suis un hôpital, un établissement de santé. Évidemment, vous allez à l'hôpital parce que vous avez un problème. On ne va pas vous demander votre consentement pour vous soigner. Tout le monde le comprend bien. Par contre, je suis, par exemple, Doctolib. Je ne suis pas un établissement de santé, mais je vais traiter vos données. Bah là, je dois vous demander le consentement pour traiter les données. Et d'ailleurs, sachez que c'est parce qu'ils n'avaient pas la petite case à cocher pour le consentement, enfin, c'est l'une des raisons, qu'ils ont été condamnés il n'y a pas plus d'un mois à 400 000 € d'amende. Parce qu'ils ne demandaient pas le consentement. Donc, on voit bien cette notion d'acquisition, elle est hyper importante. Et pour les prestataires, on en a plusieurs ici, d'après le sondage qu'on a fourni avec Dorothée, vous avez cette problématique-là. C'est-à-dire, moi, est-ce que j'ai le droit de la traiter? Et là, c'est là que, évidemment, c'est encore plus compliqué, puisque ça dépend quel type de prestataire vous êtes. Oui. Et oui, si vous êtes par exemple comme Brentel, vous allez faire des modèles. Par exemple, vous allez faire des statistiques.
Vous n'avez pas forcément Pour le besoin. compte de l'hôpital. Vous avez tout à fait raison, Dorothée, c'est ça qui change Je le tout. Vous êtes un précise. ouais, vous avez raison. Ouais, vous êtes un sous-traitant au sens du RGPD. Et donc, le fondement légal va changer. Ça va être souvent l'exécution du contrat, ou alors ça peut être le consentement dans certains cas, mais dans ce cas-là, c'est l'hôpital qui le chope. Par contre, par exemple, vous êtes un Doctolib, ça va être une autre forme de prestataire. Donc là, directement en contact avec le patient, c'est vous qui collectez le consentement. Donc, c'est là-dessus qu'il faut faire très attention. Prenons l'exemple de Brentail. Hein, concrètement, comment vous faites, Brentail dans votre cas d'activité, vous faites notamment des modèles. Eh bien, nous, donc, je parle de notre dispositif médical, marqué CE. Donc, on contractualise avec un hôpital, on vend notre dispositif médical. Alors, il y a plusieurs choses, parce que là, vous évoquez le fait de constituer un modèle, et moi, là, je parle de l'utilisation du dispositif médical. Mais vous avez raison, il y a plusieurs finalités qui se Voilà. changent. En fait, voilà. Là, on aborde aussi un sujet, c'est la finalité. Mais disons que là, donc, j'évoque cet aspect de l'utilisation en routine clinique par un médecin de notre dispositif médical. Là, on est sous-traitant du traitement de données de l'hôpital. C'est-à-dire que les données, elles vont arriver chez nous, on va les traiter pour le compte de l'hôpital qui donc s'est assuré que l'on a mis en œuvre toutes les mesures nécessaires demandées par le RGPD, mais qui sont sous sa responsabilité au final, en tant que responsable de traitement des données initiales, en fait. Et ensuite, eh bien, nous, après avoir effectué la mission, nous devons soit rendre les données, soit en fait nous en séparer parce que nous ne sommes pas censés les conserver en tant que sous-traitants. Après, il y a l'aspect, vous parlez de développement de modèles. Alors là, pour moi, ça évoque beaucoup plus, quelque part, la recherche aussi, les activités de recherche. Et donc, il y a un autre type de traitement où on peut avoir aussi différents rôles. Donc, je ne sais pas si c'est le moment de l'aborder, mais voilà, il y a plusieurs choses. Et je pense que d'ailleurs, c'est un sujet important du webinaire aujourd'hui, d'évoquer de la réutilisation, évoquer la réutilisation des données, justement. C'est ça qui va nous permettre potentiellement d'enrichir nos modèles, comment l'intégrer dans notre activité, comment justement utiliser au mieux ce RGPD pour pouvoir optimiser cette ressource de données sans forcément devoir faire nous-mêmes en tant que promoteurs d'une étude clinique un nouveau traitement. Donc voilà, ça soulève des questions, il y a beaucoup de sujets. Oui, vous avez raison, et c'est vrai qu'on va essayer de les traiter un par un, parce qu'en fait, il y a tellement de choses, et vous avez raison. Il y a une question de Laurent, on vous répondra juste après, parce que je veux suivre ce qu'a dit Dorothée, qui est juste, et on va essayer d'abord de faire un par un, on va essayer de voir tous les cas, on ne pourra pas tous les voir, mais le premier cas, c'est par exemple, je suis effectivement sous-traitant d'un établissement de santé, qui peut être un hôpital, une clinique, compagnie. Effectivement, là, je vais traiter des données pour le compte de quelqu'un, ce que disait Dorothée. Et en fait, là, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas du tout vos données, elles ne sont pas du tout utilisables pour vous, pour votre compte, pour améliorer votre service, faire des statistiques pour vous, pour votre outil ou vos dispositifs médicaux. Là, c'est vraiment, vous avez une mission, par exemple, je suis un établissement de santé, je veux que vous me fassiez des statistiques, par exemple, que vous me fassiez, vous preniez mes données et vous allez, moi, j'ai besoin, par exemple, moi, je sais pas, j'ai tant de patients, j'ai besoin de savoir, en fait, d'enrichir l'utilisation des données pour savoir est-ce qu'il y a plus de telle maladie, est-ce que c'est plutôt telle population et compagnie. Donc, je vais voir un sous-traitant dont la mission est de traiter ces données. Là, pour le coup, il n'y a pas besoin de consentement. C'est l'hôpital, dans le cadre de sa mission, qui interne, qui a, lui, fait son information auprès de son patient. Ce que je vous disais, Dorothée, c'est lui le responsable du traitement, c'est lui qui gère tout. Et lui, il n'a pas besoin d'avoir de consentement, comme on en parlait tout à l'heure. Et dans le cadre de son activité, à lui, il a le droit d'avoir un prestataire pour faire des statistiques. Mais là, oui, ça c'est un cas particulier, ça, hein, c'est ça. Hein. C'est un cas particulier. C'est pour ça que j'essaie de faire un peu tous les cas, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de cas. Ça, c'est un des cas. Mais il y a par exemple un autre cas, disons, où là, c'est plus. Imagine. Donc, c'est pour ça que Dorothée disait qu'à la fin, vous devez supprimer les données. C'est plus les vôtres, c'est pas les vôtres. Et vous avez l'obligation, en tant que sous-traitant, de les supprimer. Et c'est là que vous avez un problème. Parce que vous allez vous dire, OK, mais moi, si je veux améliorer mon service, j'ai besoin de ces données. Donc, comment je vais faire? Alors là, il y a plusieurs possibilités. Possibilité numéro 1, par exemple, c'est l'anonymisation. D'abord, sachez que vous avez l'obligation de supprimer les données à la fin de la prestation quand vous êtes un sous-traitant pur.
La, la réelle anonymisation, il faut que ça soit vraiment anonymisé, mais la réelle anonymisation est une forme de suppression. Et donc, comme vous avez l'obligation de supprimer, vous allez juste utiliser le moyen de l'anonymisation. Parce qu'en fait, il faut savoir que ce qu'on disait tout à l'heure avec Dorothée, c'est qu'une donnée personnelle, c'est une donnée. Alors, ce qu'on a même oublié de dire, c'est qu'une donnée personnelle, c'est une donnée d'une personne. Et ouais. Et on disait tout à l'heure qu'il fallait que ça soit lié directement, indirectement à une personne. Et Mm. si c'est pas le cas, et si on peut identifier personne, c'est plus une donnée personnelle. Oui, il faut être pragmatique, c'est vrai, quelque part, c'est le fait de ne pas pouvoir remonter à la personne qui est important quand Exactement. même. Et c'est même tout le point, Mm. effectivement. Alors, c'est ça qui est dur en santé. L'anonymisation, c'est Voilà. dur en santé. Parce que, alors on va en parler un petit peu après, mais le sujet, notamment pour ce cas-là, c'est l'anonymisation. Si vous arrivez à bien anonymiser les données, après on va voir comment, parce qu'effectivement, avec Dorothée, on sait que c'est compliqué, mais si vous y arrivez bien, oui, là, toutes les données vraiment anonymisées, il n'y a pas de problème, c'est comme si elles étaient supprimées, et donc ça, vous pouvez les utiliser. Donc ça, c'est un des premiers cas. Dorothée, vous avez parlé effectivement aussi de l'aspect, ben là, justement, votre activité à vous, vous voulez avoir des données pour votre activité. Voilà. Donc c'est vrai que les données, alors il y a quand même tout un contexte actuel hein, sur des entreprises. Alors, j'aime pas dire comme la nôtre parce que nous, on est quand même un peu particulier de par ce qu'on développe, mais des entreprises qui travaillent, qui développent des modèles et qui font du logiciel. Donc, où il y a vraiment une appétence hein, pour les données qui seraient déjà disponibles, évidemment, plutôt que d'aller, parce qu'on sait très bien qu'un essai clinique, c'est beaucoup d'argent. Éthiquement, ça, c'est un sujet. Je veux dire, on implique des personnes dans la recherche biomédicale, donc ça peut avoir de l'impact hein, potentiellement quand même. Donc, c'est vrai qu'il y a, et puis on sent qu'il y a un environnement politique aussi d'encouragement à l'utilisation de données déjà acquises. Alors, encore faut-il que ce soit possible. Ça, évidemment, je laisse chacun a ses problématiques en tant qu'entreprise, hein, de savoir ce qui est nécessaire pour lui pour enrichir son modèle. Néanmoins, il y a quand même voilà, une vraie tendance à ce sujet et ben, c'est quand même en effet pareil, la première option à quand même à évaluer, de se dire bah, est-ce que je peux réutiliser des données qui ont déjà été acquises, alors soit dans le soin, soit dans le soin courant à l'hôpital, enfin chez les médecins, soit dans le cadre d'essais cliniques qui ont été portés par un promoteur institutionnel, par exemple. Voilà, enfin moi j'ai déjà je ne vais pas aborder ce qui est SNDS, etc. Mais voilà, pour moi c'est les cas principaux. Alors non pas que c'est pas important, mais voilà, la donnée déjà acquise, on va dire. Et donc, tout ceci est vraiment très encadré. Hein, et c'est là que les notions de responsable de traitement, parce qu'à partir du moment où on va vouloir procéder à une réutilisation de données qui aura été acquis dans un essai clinique promu par un autre promoteur avec une finalité très claire et définie, nous, si à un moment on souhaite déjà acquérir ces données et ensuite réaliser un nouveau traitement, eh bien voilà, il faut définir la finalité et on devient responsable de traitement. Et là, la réglementation, ça pose à nous et il est important de bien la définir. C'est tout à fait ça. Et en fait, ça va répondre un peu à la question de Laurent, finalement, hein, parce que c'est un peu le sujet. Alors, Laurent, il faudra que vous nous précisiez, juste pour qu'on puisse vous répondre un peu plus, c'est quelle est, vous, votre activité à vous? Parce que ça va aussi jouer justement ça. C'est ce que disait Dorothée. Parce que finalement, ce qui se passe, c'est que, prenons par exemple le cas classique, je suis un hôpital, je veux faire de la recherche. Finalement, si l'hôpital fait, comme on l'a dit tout à l'heure, veut faire de la recherche interne, on va dire, il n'y a pas forcément besoin de consentement et compagnie, même s'il prend un prestataire. Par contre, et c'est ce que dit Dorothée, s'il veut réutiliser des données, s'il veut changer de prestataire, s'il veut combiner ces données avec d'autres promoteurs, là, on arrive dans quelque chose que tout le monde connaît peut-être ici, c'est qu'effectivement, il faut le consentement préalable des personnes, donc ça devient plus compliqué. Donc ça veut dire qu'en amont, il faut aller voir les patients. Alors souvent, c'est plutôt le praticien hein, qui va le faire, hein, puisque évidemment, ce n'est pas le prestataire technique qui va le faire ou celui qui fait la recherche, mais qui va donc aller récupérer euh, ces, euh, ces données, enfin le consentement, et à partir de là, on rentre dans un cadre aussi particulier de la recherche. Vous avez peut-être entendu parler des MRR ou pas. C'est-à-dire que le RGPD encadre la recherche. D'abord, il l'encadre donc dans l'acquisition, la réutilisation de la donnée. J'ai une donnée déjà. Comment je la réutilise? Souvent, ça va être le consentement. Très souvent. J'ai ce consentement. Maintenant, ça suffit pas.
j'ai des règles à respecter. Ces règles en France, elles sont mises en œuvre par la loi informatique et liberté qui donne des spécifications. Parce que vous avez le RGPD, c'est pareil à peu près partout dans toute l'Union européenne, 95%. Mais sur la santé, les États ont le droit de rajouter des spécificités. C'est pour ça qu'en France, vous avez des choses qui n'existent pas dans d'autres pays. L'HDS n'existe pas en Belgique, ça existe en France. Les MR n'existent pas en Belgique, ça existe en France. Les MR, pour que tout le monde comprenne, c'est les méthodes de référence. C'est-à-dire que soit je réponds à toutes ces règles, c'est-à-dire j'ai des règles qui sont définies, vous devez faire ça, vous devez faire ça, vous devez faire ça, vous devez faire ça. Si vous respectez ces règles, vous avez juste à faire une déclaration auprès de la CNIL en ligne, ça prend 10 secondes, et en gros c'est bon. Vous avez un contrôle potentiellement posteriori si vous y avez des bêtises. Si vous ne respectez, enfin vous êtes en dehors, c'est pas que vous ne respectez pas, mais vous êtes en dehors, parce qu'il y a des spécificités. En dehors de sa mère, vous demandez une autorisation à la CNIL. Et là, c'est pas la même chose, il y a un contrôle a priori. Et donc là, vous allez avoir une lettre de la CNIL qui vous dire dans ce périmètre-là précis, vous avez le droit et compagnie. Ça veut dire que si vous voulez encore réutiliser les données à la fin même de ce protocole de recherche, même si vous aviez une autorisation, si c'est une nouvelle réutilisation pour un nouveau fondement, enfin une nouvelle recherche par exemple, il faut redemander l'autorisation. Oui, et là, ça met du délai. Alors, c'est vrai que pour les industriels, c'est quand même assez compliqué et on va privilégier d'utiliser des méthodologies de référence. Je pense en particulier à la MR004, qui est la recherche sur données déjà acquises. Et c'est vrai que dans l'idéal, de cocher ces cases, l'AMR aide quand même beaucoup. Alors après, il y a quand même des cas particuliers, parce que ça sous-entend l'AMR 004 qu'on puisse aller rechercher le consentement du patient, l'informer de cette nouvelle recherche pour qu'il puisse s'y opposer potentiellement. Mais malheureusement, il y a des cas où ce n'est pas possible. Le patient n'est plus là. Voilà. Donc là, ça nous renvoie vers ce circuit plus compliqué d'une demande de décision à la CNIL. Alors, en passant par le CESRES, puis la CNIL, d'ailleurs. Tout à fait. Alors, Laurent, en fait, si on vous demande, c'est pour ça que ce que je vous demandais plutôt, c'était quelle était votre activité à vous. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes un établissement de santé? Est-ce que vous êtes un prestataire? Parce qu'en fait, si une industrie pharmaceutique vous réclame des données de santé dans le but de développer une IA, alors là, on entre justement dans la situation où en fait, elle veut faire une activité commerciale de ces données pour améliorer son service avant d'en faire une activité commerciale. Et donc là, on est dans un autre champ encore de ce dont on a déjà parlé. On a parlé en fait de faire des statistiques pour le compte du responsable de traitement. On a parlé des aspects recherche où en fait, on est effectivement promoteur ou copromoteur ou dans le cadre en tout cas de cette activité de recherche. Et si c'est dans le cadre plutôt d'une activité commerciale, ce qui je veux dire, tout le monde peut le comprendre. Hein. Il n'y a pas de jugement du tout. C'est plutôt effectivement comment je fais. Ben là, pour le coup, une activité commerciale, on rentre dans quelque chose d'encore différent. Et là, pour le. Alors, si je dis pas de bêtises, oui, c'est possible d'avoir le consentement, mais c'est bien compliqué. Les gens, ils acceptent quand même rarement qu'on puisse donner leurs données pour qu'une société privée fasse une activité commerciale sur les données. C'est quand même, enfin, moi, j'ai jamais vu. Ça veut pas dire qu'en théorie, c'est pas possible. Mais la réalité, c'est que les gens n'accepteront pas. Ce qui se passe à peu près 95% des cas, hein, c'est que l'hôpital s'engage à anonymiser les données avant et transfère les données anonymisées à l'entreprise pour faire des modèles. Ça, c'est ça, c'est vraiment une des situations qui se fait le plus souvent. Les hôpitaux, en ne voulant pas sortir les données de leur hôpital, hein, souvent c'est vraiment fermé, ce qui est tant mieux d'ailleurs. Hein, et c'est fermé, ils vont fournir juste un accès aux prestataires avec des données qui sortent protégées, encadrées et surtout anonymisées. Et donc là, si vous êtes une industrie, enfin s'il y a une industrie pharmaceutique qui vous demande des données pour son activité personnelle, vous ne pouvez pas les envoyer comme ça. Soit vous obtenez le consentement, mais c'est impossible globalement, soit en fait vous anonymisez les données et vous pouvez lui envoyer les données. Ou alors il peut lui s'engager à les anonymiser, mais j'ai même un doute sur le fait qu'il puisse faire ça. Vous voyez, je pense que vous êtes obligé de les anonymiser en amont. Et d'ailleurs, alors moi, ça m'évoque deux choses quand même, cette question aussi. C'est le côté anticipation, justement, par celui qui détient la base de données, de pouvoir réaliser ces activités-là. Et puis l'encadrement juridique aussi, l'encadrement contractuel de cette opération. C'est tout à fait juste, Dorothée, et vous avez raison d'en parler. C'est amusant que ce soit vous qui en parliez et que moi, je n'ai pas pensé en parler, alors ça devrait être mon travail. C'est plutôt cool. Et non, mais vous avez raison. Et c'est vrai que, en fait, on a parlé tout à l'heure, sous-traitant, responsable. Juste Ryan, on vous répondra juste après à votre question. Mais le point que soulève Dorothée est hyper important.
C'est-à-dire qu'effectivement, on a parlé de sous-traitants, de responsables de traitement, mais il y a aussi d'autres choses. C'est responsable conjoint, par exemple. Et donc, il y a différents types de rôles que vous pouvez avoir. Et ce rôle, il implique une relation contractuelle qui est différente. Si vous êtes un sous-traitant, vous avez un accord de protection des données qui est spécifique, avec des clauses spécifiques, notamment liées au sort des données. Si vous êtes chacun responsable du traitement, bah, vous avez chacun l'obligation de respecter le RGPD, etc. Et donc, il faut aussi pas se tromper, effectivement, sur l'encadrement. Et vous avez raison, cet encadrement, c'est là qu'on va dire, bah, vous avez le droit de faire ceci, vous avez le droit de faire cela, vous avez le droit de prendre les données dans ce cadre-là et pas dans ce cadre-là. Celui qui va prendre le consentement, c'est plutôt lui et pas lui. Et ça, c'est une obligation. Et effectivement, ça permet en plus de prévenir les risques. Alors, Ryan, vous disiez, a-t-on le droit de stocker une donnée de santé associée à une donnée personnelle sans la traiter le jour où nous voulons la traiter, l'anonymiser? Alors, je dirais non, comme ça, sans avoir plus de détails. Je pense que j'ai l'impression que Dorothée, vous êtes un peu d'accord. En fait, ça dépend déjà comment vous l'avez acquise, la donnée. Et là, vous parlez d'un autre sujet qui est plutôt presque la durée de conservation. La Parce que conservation. normalement, en amont, forcément, vous avez les données licites, j'imagine bien, dans le cadre de votre activité. Mais déjà, ça dépend si encore vous êtes sous-traitant ou pas. On en parlait tout à l'heure avec Dorothée. Si vous êtes sous-traitant, déjà, vous n'avez pas le droit de la garder à la fin de la relation. De toute façon, le problème est réglé. Si ce n'est pas le cas, vous avez de toute façon une durée de conservation qui dépend en fonction de la durée de la donnée. Mais sachez que euh, cette durée de conservation elle est liée à une finalité particulière. Donc, ça veut dire que normalement, vous n'avez pas le droit de l'utiliser pour autre chose. Donc, oui, vous avez le droit, par exemple, j'ai une obligation de conservation pendant une durée de prescription, par exemple, on va dire 20 ans, si je suis un établissement de santé en moyenne. Euh, comment dire Vous pouvez l'anonymiser à la fin. D'accord, les données, vous pouvez les anonymiser à la fin, sauf qu'en fait, ça ne servira pas à grand-chose, parce qu'au bout de 20 ans, je ne suis pas sûr que vos données aient du sens. Donc, si vous les utilisez à des fins de recherche, qui est une autre finalité, de toute façon, vous devez les anonymiser tout de suite. Alors, juste Stéphane pour vous dire, oui, il y aura bien un replay. Il y aura bien un replay. Déjà, est-ce que vous avez des questions particulières par rapport à tout ce qu'on a soulevé? Est-ce qu'il y a d'autres questions qui arrivent? N'hésitez pas à mettre les questions dans le chat, hein, parce qu'on parle de beaucoup, beaucoup de choses. Et comme on n'a pas beaucoup de temps, on va très vite. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Évidemment, au contraire, c'est plutôt sympa qu'on puisse répondre à des questions. Moi, ce que je voudrais bien aborder aussi, Dorothée, c'est cette notion d'anonymisation. Oui, elle est très importante et stratégique, j'ai envie de dire. Parce que pour des entreprises comme les nôtres, alors ça peut être vraiment, vous l'avez abordé tout à l'heure, hein, Raphaël, quelque part une astuce, j'ai envie de dire, je ne sais pas si c'est très bien de dire ça, mais c'est quand même assez intéressant d'explorer cette voie-là pour des entreprises qui développent des dispositifs médicaux. Donc, peut-être qu'on peut redéfinir ce qu'est l'anonymisation. Tout à fait. Parce qu'il y a une définition assez stricte quelque part hein, de l'anonymisation. Si on veut bien la lecture, on peut avoir différentes lectures de cette définition. Bah, vous avez raison, c'est compliqué. Et en fait, alors que c'est compliqué et par moments, c'est pas suffisamment précis, pourtant, c'est là qu'il y a un enjeu. Parce que comme on disait tout à l'heure, une donnée anonyme n'est plus une donnée personnelle. Et comme c'est plus une donnée personnelle, vous avez le droit de l'utiliser même si c'était pas la vôtre à l'origine, et vous avez le droit de l'utiliser toute la vie. C'est-à-dire que vous n'avez même plus d'obligation de suppression puisque ce n'est plus une donnée personnelle. Donc tout l'enjeu est là. Et la question, c'est effectivement, qu'est-ce que c'est qu'une donnée anonyme? Bah, en fait, finalement, si on prend les choses à contrario, c'est une donnée qui ne peut pas être identifiante. Et donc, c'est-à-dire que c'est impossible de revenir en type. Et c'est là que c'est un peu complexe dans la santé. D'abord parce qu'il y a des données qui sont exclues d'office de l'anonymisation. Typiquement, tout ce qui est biométrie. Biométrie, ça va être la voix, ça va être les traits du visage, ça va être tout un ensemble de critères physiques, physiologiques, qui permettent d'identifier quelqu'un. Et on comprend bien qu'évidemment, si même demain j'ai un crâne, en réalité, on peut le reproduire, le visage. Aujourd'hui, on reproduit bien des personnes qui sont mortes il y a 70 000 ans. Donc, on peut reproduire le visage de Raphaël Dorothée sans trop de problème. Et donc, à partir de là, même si ça peut paraître fou, parce que finalement, il y a très peu de structures qui peuvent le faire et il faut quand même des logiciels très poussés, la réalité, c'est qu'on peut. Il y a une probabilité non C'est ça. négligeable.
Mm. Exactement. Et le point que vous soulevez là, et Dorothée, est hyper important. C'est la question du degré d'acceptance, d'acceptation, d'erreur, en fait, qui Mm. pourrait exister. Et en fait, il n'y a pas de définition là-dessus. Est-ce qu'il faut un degré d'erreur de zéro? Est-ce que finalement, il peut y avoir une marge d'erreur? Là-dessus, c'est plutôt une question d'interprétation. Euh, En santé, je dirais il faut quand même être pas loin du zéro, si on peut, ce qui est compliqué. Mm. Et là où c'est dur, c'est notamment, par exemple, dans la donnée de santé, je peux avoir un agrégat de plein de données. C'est-à-dire que contrairement à d'autres types de données, dans la recherche notamment, par exemple, et pour les modèles, vous avez besoin d'énormément de données. Or, normalement, le principe du RGPD, c'est de dire minimisation des données, je dois prendre les données minimum. Sauf que là, bah là, vous avez besoin de toute façon de tout ce que vous pouvez. Donc, c'est compliqué. Et le problème, c'est que si vous avez, par exemple, vous enlevez les noms, les prénoms, vous enlevez les ID users, enfin patients, et donc vous enlevez tout ce qui est potentiellement identifiant. La réalité, c'est que ça ne veut pas dire que ça n'est toujours pas. Parce que, par exemple, si vous avez des données sur un village de France perdu dans la Creuse où il n'y a que 15 habitants et que vous avez les attraits physiologiques, une personne de telle taille, de telle couleur de peau et compagnie, bah, en fait, finalement, c'est quand même très facile de l'identifier. Et donc, vous n'êtes pas du tout dans l'anonymisation. Et donc là, ça veut dire qu'il faut arriver à trouver le juste milieu entre suffisamment de données pour que ça soit utile et pas suffisamment, et en l'enlever pour que finalement vous soyez bien dans l'anonymisation. Et ça, c'est compliqué. Je ne sais pas si vous avez ce problème-là, hein, Brentel, hein, mais je pense que Ah vous l'avez. bah si, nous en plus on a des données qui proviennent d'imagerie. Donc si on se pose la question, alors on traite ces données d'imagerie, on en sort des résultats. Alors, on s'est posé la question et on a travaillé dessus. Donc, on a quand même une solution qui s'est dessinée, heureusement. Mais c'est vrai que, voilà, oui, il faut vraiment se poser la question de la minimisation de la donnée, de comment rendre le moins probable possible le retour à l'identité d'une personne ou d'un groupe de personnes. Enfin, donc, voilà, et c'est vrai que c'est un travail il faut se pencher dessus. Chaque cas est particulier en plus. Donc voilà, et l'idée c'est d'être très clair avec ça, de pouvoir l'argumenter, hein, c'est vrai, le cas échéant, si on doit se justifier un jour, c'est quand même important voilà, puis être en conformité de toute manière avec la réglementation. Et c'est d'autant plus important que c'est ça qui vous permet de la valoriser après et de l'utiliser. Complètement. Puisque le but de ce webinaire, c'est comment je peux valoriser la donnée. En fait, finalement, c'est essentiellement lié à ça. Oui, et c'est Euh, valable pour tout le monde en plus, pour c'est pas mieux. ceux qui donnent accès aux données via des contrats de vente quelque part hein, de la donnée, et pour les sous-traitants qui récupèrent de la donnée, qui doivent s'assurer de la légalité de la donnée avant de pouvoir la traiter quelque part. C'est exactement ça. Et vraiment, en fait, tout le débat, finalement, on le remarque hein, depuis le début, que finalement, on tourne toujours un peu autour de ce sujet-là de l'anonymisation. C'est le sujet pour pouvoir traiter de la donnée à la fin. Dans tous les cas, que je sois un sous-traitant, on m'a donné des données pour pour mon client, mais je veux en garder une partie pour mon service. Bah, dans ce cas-là, j'anonymise. Je veux faire des modèles et compagnie, bah, de toute façon, il faut que j'anonymise. Alors là où ça peut être compliqué dans certains cas, enfin là où il faut surtout pas anonymiser, c'est justement dans la recherche pure de santé, hein, dont on a parlé tout à l'heure, où je suis promoteur, j'ai fait une déclaration ou une autorisation, anonymiser, et personne, là il faut pas anonymiser, c'est pseudonymiser évidemment, parce que si vous anonymisez, vous pouvez pas revenir en arrière vers le patient. Et là, pour le coup, la recherche, c'est fondamental. Dorothée disait tout à l'heure, pour la réutilisation peut-être de la donnée, pour savoir, peut-être vous allez trouver des anomalies, donc vous avez besoin de retourner voir le patient pour savoir ce qui se passe. Donc ça dépend aussi de la finalité, comme vous disiez tout à l'heure, Dorothée. Ça dépend de la finalité. Si ça de recherche, de toute façon, vous ne pouvez pas anonymiser, ça fait partie vous avez besoin du consentement, globalement, on va dire, pour traiter la donnée dans le cadre de recherche. À partir du moment où vous avez le consentement, vous respectez les MR et compagnie, il n'y a pas de problème. Mm. Oui, Euh, puis c'est vrai que la donnée pseudonymisée est encadrée par le RGPD. La donnée anonymisée sort du scope du c'est RGPD. exactement ça. C'est Tout exactement ça. Et donc, C'est exactement ça. il y a plus de durée de conservation, il y a plus, dès Exactement. qu'on est hors du scope, voilà, c'est quand même différent. C'est différent et vous avez raison, parce qu'en fait, ce qu'il faut que vous compreniez tous, c'est que la pseudonymisation, en fait, c'est une méthode de sécurité de données. C'est rien de plus que ça. Mm. Finalement, une donnée pseudonymisée ou une donnée avec le nom-prénom, c'est pareil juridiquement et même presque techniquement, parce que à partir du moment où on a deux bases de correspondance,
Et en fait, on peut revenir en arrière. De toute façon, on sait qui est la personne. Donc, c'est juste une mesure de sécurité supplémentaire pour, par exemple, je donne des données à mon prestataire, par exemple, Braintail. Moi, je suis hôpital, j'envoie les données à Braintail. Je veux pas qu'ils aient les noms, prénoms pour des questions de sécurité d'accès à leurs données, ce qui est tout à fait normal, parce que Braintail n'a pas à connaître les prénoms, noms, prénoms des patients. Donc, on va donner des données pseudonymisées, mais juridiquement, c'est la même chose. C'est qu'une mesure de sécurité. Mais la réalité, c'est que je peux revenir en arrière. De toute façon, il faut respecter le RGPD et compagnie, effectivement. Par contre, j'envoie des données anonymisées, ou alors Braintail les anonymise à la fin de manière réelle, et ben, c'est plus le cas, c'est pas le même cas. Donc, c'est vraiment ça le sujet. Alors, il y a encore une question de Laurent sur les établissements. Alors, Laurent nous dit, quid des établissements privés qui vendent du matériel biologique? Ça existe déjà, mais est-ce légal? Alors, la question que je me pose, c'est exactement qu'est-ce que c'est que du matériel biologique? Si vous parlez de dispositifs médicaux, en tout cas, comme fait Bretel ou industriel, je ne pense pas que ça soit ça. Mais si c'est le cas, la réalité, c'est que je sais que par exemple, on a des clients, et c'est peut-être ça que vous voulez dire, où en fait, on va parler peut-être de Elon Musk qui veut mettre la puce dans le crâne des gens. Euh, En réalité, là, il y a pas vraiment de problématique, puisque en fait, on va mettre un appareil chez quelqu'un, et en fait, normalement, en général, le fournisseur de dispositifs n'a pas de données. Il fournit un outil industriel. Mais j'aimerais bien savoir ce que vous disiez, ce que vous voulez dire par matériel biologique, parce que je suis pas sûr qu'on comprenne bien exactement de quoi il s'agit, et on va être sûr de vous donner une bonne réponse. Il y a une autre question aussi qui concerne l'open data, peut-être en attendant plus de précision. Si on a eu des éléments, on pourra répondre. Certains établissements vendent des tissus provenant de prélèvements qui, à la base, étaient destinés à un dépistage de cancer. Ah, d'accord. Alors, je vois ce que vous voulez dire. C'est toute la question de l'anonymisation. Est-ce qu'avec un tissu, et ça, moi, techniquement, je ne sais pas si c'est possible, est-ce qu'en prenant un tissu avec l'ADN, on peut revenir en arrière? Moi, je pense que potentiellement c'est possible. Et on en revient à cette question de marge d'erreur. Et sur la question que finalement, il n'y a pas encore d'opposition de la CNIL ou d'autorité, parce que finalement, on va quand même très, 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 très loin dans l'anonymisation si on va à ce niveau restrictif. Hein. Ce que vous disiez autorité, quelle est la définition de l'anonymisation? Est-ce que c'est une marge d'erreur zéro ou est-ce que c'est une marge d'erreur qui est quand même un peu faible? Si on se dit, et on peut quand même se dire ça en théorie, c'est qu'en théorie, si je prends un tissu, j'ai l'ADN, potentiellement, je peux revenir à la personne. Donc, c'est pas anonyme. Donc, il y a un problème. Après, peut-être que c'est un peu à voir quel a été leur. Nous, on n'a pas de client qui fait ça. Objectivement, sur nos 200 clients, je n'ai jamais eu un qui faisait ça. Donc, je ne peux pas vous donner de réponse certaine, puisque je n'ai pas été amené à travailler de manière concrète sur le point, mais de manière théorique. Ben, je pense qu'ils ont dû se poser cette question-là. C'est est-ce qu'on est ou pas dans l'anonymisation? Est-ce qu'on peut vendre ces tissus ou pas? Est-ce que et en fait c'est tout le sujet. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Dorothée, mais je pense que le sujet il est encore là. Alors bon, c'est pas mon sujet c'est pas un sujet que je connais très bien, mais ça m'évoque quand même un autre point sur le fait de pouvoir vendre des produits issus du corps humain en fait. Il me semble qu'en France c'est interdit, mais alors voilà, après je ne sais pas si j'ai toutes ces notions-là, mais ça m'évoque cette question, mais c'est vrai que moi j'ai jamais vu non plus. Donc c'est vrai que à voir spécifiquement là-dessus. Déjà, vous avez raison, Dorothée, est-ce qu'on a le droit? Alors ça, pareil, c'est du droit pur de la santé. Je suis pas, comment dire, là-dessus, j'ai un doute. Je peux pas vous dire ça de manière certaine. Ce que je suis sûr, c'est que nous, on a une cinquantaine d'acteurs, de clients qui sont dans la santé, différentes sortes, j'ai jamais vu. Et après, si c'était le cas et que c'était autorisé, imaginons, en matière de RGPD, il y a vraiment un sujet de est-ce que c'est anonymisé ou pas? Parce qu'en fait, ça veut dire quand même vendre des données d'une personne qui est potentiellement identifiable, avec en plus des éléments liés vraiment à un aspect, à une pathologie qui est quand même en plus voilà, sensible. Il y a quand même, on sent qu'il y a un truc qui est quand même qui est problématique. Alors, est-ce qu'après, on ne peut pas avoir peut-être une autorisation de la CNIL dans certains cas, justement, parce ils vont mettre en place des mesures de sécurité très puissantes, avec plein de mesures pour empêcher qu'il y ait des problèmes. Ça, c'est possible aussi que ce soit le cas. Et c'est là que l'autorisation de la CNIL est d'ailleurs peut-être intéressante. On sort des clous, donc on a un cas très spécifique, et donc on va voir la CNIL. Oui, puis il y a le côté potentiellement même génétique derrière aussi, que vous avez abordé aussi.
Ouais, ça, c'est un sujet qui a l'air multi-tiroir, hein. Là, il y a beaucoup de choses. C'est assez multitoire. Je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. Ceci dit, ça va être très intéressant, hein. Ouais. Donc, s'il y a quelqu'un dans l'audience qui a besoin d'un DPO qui fait ça, on serait très intéressé de le traiter. Mais parce que je pense qu'il y a effectivement beaucoup de sujets. Mais comme ça, en tout cas, tout de suite, on sent qu'il y a une problématique et que à minima, je pense que ça nécessite vraiment une recherche de fond et je pense un tampon de la CNIL. Parce qu'il faut savoir un truc qu'on n'a pas parlé, c'est les risques. Hein, on n'en a quand même pas parlé trop. Mm. C'est quels sont les risques à la fin si on fait des bêtises. Euh, pour que tout le monde ait bien conscience de la réalité, c'est que euh, le risque CNIL en tant que tel, c'est-à-dire que la CNIL vienne chez vous et tape à la porte et vous condamne parce que vous faites des bêtises, il est faible. Il est faible. En réalité, il y a 50, 60, 70 sociétés qui sont condamnées réellement à la fin par la CNIL. En moyenne, par contre, il y a quand même entre 3 et 5 000 mises en demeure qui sont envoyées. Ce qu'il faut Par savoir, c'est année. comment ça... Par année. Ah oui. Ce qui est quand même pas si mal, en vrai. Ouais, c'est quand Euh, même pas ouais, ouais, rien. c'est beaucoup. Mm. C'est quand même pas rien. Et en fait, la question, c'est comment ils en arrivent à envoyer ces mises en demeure. Ou en fait, quand je dis mise en demeure, c'est mise en demeure ou lettre d'explication avec une date limite. Et si vous répondez pas bien et que vous n'avez pas tous les éléments de preuve, vous avez une mise en demeure. Et là, c'est beaucoup moins drôle. Et si vous êtes encore toujours incapable de bien répondre, là, ça sent pas très bon. Et donc, en fait, comment ça se passe? Bah, c'est souvent, il y a souvent indirectement. C'est-à-dire que la CNIL, elle fait très bien son travail avec ses effectifs, mais elle fait de manière intelligente. C'est-à-dire que si elle ne peut pas aller voir un peu tout le monde, elle va faire les gros comme ça, mais néanmoins, ça se fait soit parce que vous avez une violation de données, d'une manière ou d'une autre. C'est un piratage, mais pas forcément. Vous avez une violation de données qui a imposé d'informer vos clients et la CNIL. En santé, vous êtes sûr que la CNIL, elle va regarder ce qui s'est passé. Et si elle a un doute sur la manière, sur le fait que, par exemple, vous êtes peut-être mal sécurisé, peut-être vous êtes mal acquis les données, vous avez peut-être gardé un grand volume de données, là, elle va venir vous poser des questions. Et là, elle va commencer à tiquer un peu et peut-être à vous embêter. Ça, c'est pour la première source de problème. Enfin, de problème, en tout cas, peut-être connu de la CNIL. La Mm. deuxième, c'est bah, peut-être un patient, peut-être un partenaire, peut-être un concurrent qui sait que vous fassiez même. Ça, j'ai déjà vu, hein. Ah Pas en oui, santé, ça, mais j'ai c'est déjà vu. terrible. Ouais. Ah ouais, j'ai déjà vu un concurrent qui sait que l'autre il fait des bêtises et donc il porte plainte à la CNIL alors que lui aussi fait des bêtises, hein, bien sûr. Mais en fait, il se fait passer pour un consommateur, j'ai déjà vu, hein, et comme ça, il va embêter l'autre. Et là, vous êtes sûr que la CNIL elle vient aussi. Donc les risques, ils sont plutôt dans un deuxième temps si vous faites mal les choses. Par exemple, on parlait tout à l'heure des MRR. Je respecte les MRR, enfin, du moins je pense les respecter. Je fais donc une déclaration à la CNIL. Et on parlait tout à l'heure de contrôle a posteriori, pardon. C'est-à-dire que ce qui va se passer, bah, c'est que si demain vous avez un problème qui permet à la CNIL de l'identifier, elle va vous demander des comptes. Et si vous ne pouvez pas y répondre, là, vous aurez des problèmes. Et c'est vrai qu'en santé, elle ne rigole pas, la CNIL. Mm. Elle ne rigole pas. Donc ça, c'est un vrai sujet. Euh, et pour de l'open data, Patricia, en fait, ça dépend. Vous voulez dire vous utilisez de l'open data ou vous voulez dire vous créez de l'open data? C'est aussi pas la même chose. Oui. Donc, si vous pouvez juste nous préciser un peu de quel est, si c'est plutôt utiliser une base d'open data pour qu'on Oui. puisse vous répondre, Ou ça, c'est créer pas un la même chose. entrepôt de données de santé ou quelque chose C'est comme ça. ça. Mm. C'est pas la même chose. Mm. C'est pas les mêmes règles, c'est pas les mêmes conséquences. Donc, n'hésitez pas à nous le dire. Euh, Il y a Étienne aussi qui nous dit certaines perruques sont en vrais cheveux. Il doit y avoir une tolérance à un certain degré. Alors, alors, c'est possible, c'est une bonne question, c'est Oui. une bonne remarque. C'est même une très très bonne remarque. Euh, oui, c'est Est-ce vrai, qu'il y a c'est une encore bonne de la remarque. neige dans des cheveux? C'est une bonne remarque. Il doit y avoir une marge d'erreur. Néanmoins, c'est malheureusement écrit nulle part. Et en fait, j'ai déjà discuté avec la CNIL là-dessus. Ils savent qu'il y a des marges d'erreur. Ils sont d'ailleurs sur certains sujets, notamment sur les sujets d'IA, en train de réfléchir à ça, parce qu'on revient sur le même sujet de marge d'erreur. Et eux-mêmes ne veulent pas mettre de définition de s'il y a une marge d'erreur ou pas, parce qu'il y a trop de variétés de possibilités. Et donc, c'est compliqué de donner une réponse oui ou non. Ça dépend vraiment du cas par cas. Par exemple, pour une perruque, finalement, le risque pour les personnes il est à peu près zéro. C'est une perruque, franchement, c'est quand même compliqué. Euh, il faut quand même dissocier, on va dire, une donnée qui est numérique et une donnée qui ne l'est pas.
C'est-à-dire que, et le risque n'est pas le même, il faut quand même en avoir conscience, et ça aussi, ça pèse dans la balance. C'est-à-dire que dans le numérique, pourquoi on parle surtout du numérique pour le RGPD alors qu'il s'applique aussi au papier? C'est parce que dans le numérique, une donnée, elle est hyper volatile, elle peut se démultiplier en milliards de manières, en quelques millièmes de secondes, et être envoyée à l'autre bout du monde à des centaines de milliers de personnes. Évidemment, pour le papier, tout le monde comprend bien que c'est pas possible, ou pour une perruque. Et donc, si on a une fuite de données, elle peut être multipliée comme ça, et donc les risques sont démultipliés. Et donc, il y a peut-être aussi ça qui est dans la marge d'erreur, hein. C'est-à-dire que il y a aussi ce point-là qui doit être réalisé. Alors, Patricia nous dit qu'il s'agit de créer donc l'open data, hein, à partir de données personnelles. Euh, alors, là, pour le coup, donc si vous voulez créer de l'open data, vous avez effectivement le droit, hein, c'est très bien. Par contre, ces données-là, elles ne peuvent clairement pas être identifiantes, hein. C'est-à-dire que quand vous avez des open data en ligne qui sont fournis, notamment de données de santé, ça existe. Jamais de la vie, elles sont identifiantes. Enfin, je pense que vous êtes d'accord, Dorothée, hein, c'est Complètement. hors de question. Ouais. Il me semble que c'est en lien avec le Health Data Hub en France. Donc, mais oui, c'est pseudonymisé. Puis, Et même pseudonymiser suffira. Alors, en fait, après, ça dépend encore au prix. Parce que là, on parle quand même d'open data. Donc, ah open oui, data, c'est vraiment. raison. C'est pas encore. Parce que si on parlait, par exemple, encore une fois, de créer une base et de la retransmettre à quelqu'un, bon, limite, pseudonymiser encore. Mais bon, on peut toujours trouver peut-être des manières. Open data, c'est pas Non, possible. open Open data, data, il faut que ça ça soit doit être une autre notion en fait, par c'est rapport ça. Là, vraiment, il faut que ça soit une base de données qui soit anonymisée dans le cadre de la donnée santé pour une raison très simple déjà. C'est que le RGPD interdit un accès illégitime à des données. Moi, je suis patient, je vais chez je vais à l'hôpital, on va traiter mes données, ces données vont être utilisées dans un cadre de recherche. Parce que j'ai donné mon consentement. J'ai donné mon consentement déjà que pour le cadre de recherche. Éventuellement, si je l'ai donné pour de l'open data, mais dans ce cas-là, il faut bien obtenir le consentement en amont, que les informations soient bien claires et compagnie. Pourquoi pas, ceci dit, mais sachez que pour le consentement, il y a un point très important à savoir, c'est que le consentement, il est dédié à une finalité. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire, ah bah moi je fais de la recherche, enfin, vous acceptez de la recherche et vous acceptez aussi l'open data. Parce que si vous faites ça, c'est-à-dire que vous ne laissez pas le choix à la personne. Éventuellement, ce qui serait possible, c'est de dire, en théorie, j'accepte pour la recherche sur telle chose avec toutes les informations. J'accepte aussi pour l'open data avec toutes les possibilités. Et en fait, c'est s'il coche les deux que là, vous allez voir. Si on coche que une, vous n'avez pas le droit. Ça, c'est éventuellement possible. Et là, c'est vrai que la notion d'anticipation de ce que l'on pourrait faire de la donnée par la suite, au moment de la captation initiale, j'ai envie de dire, de la collecte initiale de données est très importante. Parce que sinon, après, ça fait mettre en place des process qui peuvent être très chronophages. Alors, il reste une dernière question. Parce qu'il ne reste que 2 minutes, donc on va répondre à la dernière, on va essayer de répondre à la dernière question de Ryan, hein, qui nous dit, pour la mise à disposition d'un logiciel de test à des médecins qui récupèrent les données de personnes du patient, le médecin a le droit de conserver ces données sur notre interface en ligne, mais de notre côté en interne, le fait de limiter les accès à ces données suffit. Alors, déjà, Ryan, ça dépend encore une fois de plusieurs choses. Est-ce que les données, comme vous dites, elles sont chez vous, c'est vous qui les hébergez, c'est en cloud, en SaaS, ou est-ce que c'est un logiciel qui est envoyé au médecin et qui est installé chez lui et qui va traiter les données? Ça dépend sur un serveur HDS. Ok, très clair. Donc, effectivement, parce que je posais cette question pour que tout le monde comprenne bien, je pense que tout le monde le sait ici, mais au cas où je précise, si vous travaillez pour un praticien ou un établissement de santé et que vous traitez ces données pour son compte, vous êtes sous-traitant et vous devez héberger, si vous avez un système SaaS, héberger ces données sur un serveur qui est certifié HDS. Et ça, encore une fois, c'est spécifique France, hein. En Belgique, ça n'existe pas. Par exemple, en Italie, non. Donc ça, c'est important. Évidemment, votre obligation de sous-traitant, c'est de fournir un logiciel qui est conforme au RGPD. Dans cette conformité, vous avez notamment les aspects de sécurité. Et dans les aspects de sécurité, eh ben, vous avez effectivement plusieurs choses. Il n'y a pas que l'imitation des accès. Il peut y avoir une pseudonymisation, mais pas forcément. Il peut y avoir que les données sont chiffrées en dépôt et en transit. Voilà, vous avez un certain nombre d'obligations à respecter, les durées de conservation, etc., pour vous assurer que votre outil est conforme
au RGPD et que vous pouvez donc le mettre à disposition des médecins. D'accord. Donc vous avez vraiment une obligation de fournir un outil qu'on appelle Privacy by Design. Et c'est-à-dire que le RGPD, il est respecté à toutes les étapes. Et dans la sécurité, le fait de limiter les accès est une de ces obligations. Exactement, oui, c'est ce que j'allais dire. C'est vrai que le fait de limiter les accès est un moyen de mitiger le risque et c'est une mesure donc de protection dans le cadre du RGPD. En fait. C'est ça. Alors écoutez, on vous remercie, vous êtes tous restés jusqu'à la fin, donc c'est plutôt sympa. On voit que tout le monde est resté, donc ça a manifestement intéressé beaucoup de monde. Merci hein, beaucoup, on est désolé, on peut plus répondre aux questions, mais si vous en avez, n'hésitez pas à nous contacter, hein, bien sûr. Ce sera avec plaisir qu'on répondra à vos questions. Merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. Merci beaucoup Dorothée, c'était très intéressant. Merci Raphaël. Merci à tous pour votre attention et ces questions très intéressantes. Oui, merci beaucoup. Et puis, écoutez, à bientôt peut-être et passez une très bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir.